Je crois que l'organisation semble s'améliorer et chacun a retrouvé sa place. Puisque je suis... Moi aussi, Marseille, je t'aime. Puisque je suis, mes amis, aujourd'hui, à Marseille, Marseille qui fut si longtemps grecque, et même un archétype de ce que les Grecs nommaient la police, la ville. Marseille, cité presque autonome et prospère sous l'empire d'Auguste. Marseille, indocile au Moyen-Âge au point de contester même l'autorité des comtes de Provence, puisque nous chanterons tout à l'heure ce chant qui charma ces fils de l'armée du Rhin et que l'on appela pour cela Marseillaise. Puisque je suis, mes amis, en un mot, dans l'une des plus anciennes villes de France, en tout cas la ville la plus politique, je voudrais m'autoriser à faire ici ce que je ne peux m'autoriser toujours, un peu de politique. De politique au sens théorique, c'est-à-dire au sens noble. Je ne suis ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande. Et m'interroger devant vous sur la signification même du mot politique. Oui, demandons-nous ici, dans cette ville si politique, ce qu'est la politique. Pourquoi les hommes ont-ils mis tant de soin à réfléchir, depuis les Grecs et sans cesse au fil des siècles, sur l'art et la manière d'organiser la cité? Pourquoi avoir créé un ordre public, une autorité publique, et pacifié la vie des hommes autour de l'idée d'un bien commun, la res publica, la République? Pourquoi un État, un gouvernement, des administrations, une autorité publique? Pourquoi une police, des tribunaux, un dispositif de défense, une monnaie, un budget, des impôts et des services publics? Eh bien, l'histoire répond toujours de la même manière. Pour arracher la vie humaine à la violence. Oui, mes chers compatriotes, la violence qui est première, hélas, dans l'état de nature et qu'il faut réduire pour arracher des hommes et des femmes, surtout les plus faibles, au fait de puissance, à la puissance brute, assurant ainsi plus de paix et de sécurité publique pour que les individus puissent aller, venir et s'épanouir. En un mot, vivre libre. Car bien entendu, c'est l'autorité publique qui rend libre face au règne des féodalités, des bandes, des hégémonies extérieures. Et c'est cette œuvre politique au sens fort du terme qu'il faut protéger et sauver. Pour nous, aujourd'hui, tout cela va de soi, ou plus exactement, jusqu'à ces dernières décennies, tout cela allait de soi. Il y avait une autorité publique reconnue comme légitime par tous les citoyens et respectée par tous ceux qui vivaient sur le sol français. Ordre républicain si évident qu'il s'imposait à tous. C'est pourquoi nous payons nos impôts, nous déférons aux convocations de la justice, nous obéissons aux lois. Eh bien, mes chers compatriotes, je vous le dis solennellement aujourd'hui, cet ordre public, lentement forgé au fil de l'histoire, se révèle beaucoup plus fragile et détérioré que nous ne voulons le voir, plus gangréné que nous osons le dire. Oui, je l'affirme, le tissu républicain fabriqué maille après maille au fil des siècles est en train de se déchirer sous nos yeux. Oh, certes, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de France que l'ordre souverain est mis à mal et que la violence de tous les jours regagne du terrain dans des portions croissantes du territoire. La France est une nation. En cela,
elle est fragile. Elle n'est pas une évidence de la nature. Elle pourrait ne pas être, comme l'a dit le grand historien Michelet, souvent, très souvent, elle fut gagnée par son vieux démon, le vieux démon de l'anarchie. Eh bien, quand on voit de toutes parts la paix publique compromise et quelquefois pulvérisée, la loi bafouée, les fraudes généralisées, quand on voit des quartiers entiers autour des villes, et même désormais dans les villes, et même des villes, livrées à la loi des bandes, oui, on peut légitimement s'alarmer. Et c'est pourquoi j'entends être dans cette élection, non pas la candidate d'un parti, mais la candidate de la légitimité et de la révolte populaire. La candidate de la souveraineté de l'État, du peuple et de la nation. Oui, mes amis, j'entends être la candidate de l'ordre républicain contre l'anarchie, la candidate des principes fondamentaux de l'État-nation contre le désordre planétaire du mondialisme, la candidate de la République contre la barbarie. Oh, certes, j'entends ici et là le petit clapot des commentateurs patentés. Vous savez, l'invariable murmure des petits marquis repliés dans leur quartier cossu, bien à l'abri, ou du moins le croient-ils, des violences de chaque jour. Bien à l'abri des incivilités, des injustices et de cette forme de violence sournoise qu'est la pauvreté. J'entends d'ici les moqueries qu'ont toujours d'ailleurs les nantis quand l'angoisse gagne le peuple. Mais Marine Le Pen exagère. Elle surfe sur les peurs. Elle sombre dans le populisme. Ce mot terroriste, populisme, qu'ils utilisent quand le peuple est devenu pour eux un inconnu dangereux, quand il faut s'enfermer dans les placards, car c'est finalement eux qui ont peur. Moi, justement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de regarder en face les réalités de la France. Je n'ai pas peur, moi, de voir et de dire que la loi des bandes et cette autre forme d'anarchie qu'est la loi des banques s'imposent aux Français et les violentent en maint aspect de leur vie quotidienne. La loi des banques et la loi des bandes, les uns comme les autres, sans foi ni loi et sans feu ni lieu. Je n'ai pas peur de pointer les menaces de faillite qui pèsent sur l'autorité de l'État, sur l'action des pouvoirs publics et des services publics, les menaces qui pèsent sur l'éducation et finalement sur toute la chaîne de l'autorité publique. Je n'ai pas peur de dénoncer la pente qui pourrait tous nous entraîner vers un lent et violent chaos social. La Grèce pour horizon, comme sur l'affiche du président sortant. Il a mis la mer Égée. Alors, le chaos, l'anarchie, est-ce que ce sont des vues de l'esprit? Il faudrait avoir la vue bien courte. Si elles se cachent les yeux, elles ne veulent pas voir les multiples drames que vivent aujourd'hui un nombre croissant de Français littéralement abandonnés, que nos petites élites, ou plutôt nos grands oligarques mondialisés, aient du moins le courage de regarder l'état où se trouvent certains de nos voisins européens. Des provinces entières d'Europe centrale, et même bientôt de l'Espagne, à des nations entières comme la Grèce. Regardons à 2 heures d'avion de Paris la Grèce livrée aux banques et aux bandes sombres dans l'anarchie. Les impôts ne rentrent plus, on renvoie sa feuille au percepteur, les charges sociales ne sont plus payées, les salaires de moins en moins.
les retraités, les uns après les autres, commencent à faire la queue à la soupe populaire. Le travail souterrain prolifère en même temps que les trafics. Les bandes en tout genre s'installent dans les rues d'Athènes, de plus en plus souvent. L'ordre public n'est rétabli que par les armes, et encore, le jour, car la nuit, un couvre-feu qui ne dit pas son nom règne, et avec lui l'impuissance publique et la peur privée. Et pour finir, bien sûr, les frontières sont devenues des passoires. Par là entre qui veut en territoire dit européen, venu du Proche ou du Moyen-Orient ou d'Asie centrale. Mes amis, la Grèce est en train de vivre notre futur. Alors oui, mes chers compatriotes, il n'existe en ce domaine qu'une vérité. Il est temps, il est plus que temps, il est même de la plus grande urgence de changer tout le logiciel supranational et libertaire qui a, depuis mai 68, sapé la souveraineté de la nation et de son peuple, sapé l'autorité de l'État et celle de ses agents. Il est de la plus grande urgence de reprendre en main notre pays, de prendre ses problèmes à bras-le-corps avant qu'ils ne roulent à terre. Vous savez, une société sans autorité, c'est évidemment une société qui se délite. C'est une société qui recule tellement qu'elle en revient parfois à la violence des premiers temps. Oui, amis marseillais, oui, Français de toute la France, y compris la plus lointaine au-delà des mers. Cette société sans règles ni loi, cette société de la violence, nous la vivons aujourd'hui. Et chaque année, la situation empire. Ici, à Marseille, vous en savez quelque chose. Et vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de l'insécurité qui règne, de l'insécurité qui gangrène une ville, une région et un pays tout entier. Marseille est devenu le triste symbole du terrible échec de Nicolas Sarkozy sur l'insécurité. Oh, ça, vous êtes courtisés par tous les ministres de l'Intérieur qui viennent y pleurer régulièrement des larmes de crocodile devant les caméras de télévision pour mieux cacher que rien ne change. Vous n'en pouvez plus, je le sais, de ces promesses qui refleurissent avant chaque élection dans la bouche de ceux qui n'ont rien fait depuis si longtemps. Vous n'en pouvez plus de l'autosatisfaction permanente des ministres et des présidents qui se succèdent et qui pourtant échouent si lamentablement. Ces ministres et ces présidents qui préfèrent les mots à l'action. Où est-il le Karcher ? La lutte promise contre la violence. Pourquoi tant de laxisme? Pourquoi toujours trouver des excuses aux voyous et n'avoir jamais la moindre considération pour les victimes? Mes chers amis, avec vous, je fais le rêve qu'un jour Marseille ne fasse plus la une des journaux avec ces mots. Nouveau règlement de compte à Marseille, nouvelle fusillade à Marseille, encore 2 morts par balle dans la cité phocéenne. Oui, vous méritez bien mieux que cela. Oui, j'aimerais qu'on parle de Marseille comme d'une ville française où il fait bon vivre, comme d'une ville française où chacun se sent bien, où nos enfants jouent tranquillement, où nos jeunes étudient sans crainte, où nos personnes âgées vivent paisiblement. Oui,
Vous avez droit à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre républicain, comme en ce droit l'ensemble de nos compatriotes en tout lieu de France. J'ai vu ces dernières années la situation se dégrader à une allure folle, et à Marseille. J'ai vu votre ville sombrer dans le désordre, l'anarchie, les bandes, la violence du quotidien. J'ai vu, désolés, révoltés, les pouvoirs publics rester les bras croisés, laisser les Marseillais seuls face aux violences. Rien qu'en 2011, 20 règlements de compte dans cette région, 16 morts et l'insécurité insupportable du quotidien. Nous avons le devoir de rétablir l'autorité de l'État dans tous les territoires perdus de la République. Ras-le-bol des zones de non-droit. De non-droit ou d'un autre droit. Ces zones où la France n'est plus chez elle, où les services publics, les secours, les pompiers entrent la boule au ventre. Ces zones de non-droit où les habitants sont pris en otage par des minorités violentes qui prospèrent tranquillement sur les trafics, sur la drogue, sur l'impunité quasi assurée. Oui, ici à Marseille, comme partout en France, je veux que la République reconquiert chaque mètre carré perdu. Sur chaque mètre carré du territoire national, l'autorité de l'État et nos lois s'appliqueront sans faiblesse. Ah, nous parlerons peu, mais nous ferons beaucoup. Nous préférerons, mes chers amis, l'action aux promesses et aux discours. Bref, nous ferons exactement l'inverse du quinquennat que nous venons de subir. Ensemble, mes amis, avec vous, avec les Français, nous allons sortir de la communication permanente et lassante. Ce n'est pas un changement ultra-médiatisé de préfet qui change les choses, on le sait bien. Ce ne sont pas non plus les quelques visites éclairs et quelques discours martiaux. Ce qui change les choses, c'est une volonté, c'est un cap, c'est une autorité à la tête de l'État. Alors d'abord, j'imposerai la transparence totale sur l'état de la délinquance en France. Ça sera terminé des statistiques bidonnées du ministère de l'Intérieur. De ces petites manipulations, vous savez, ces petites manipulations dénoncées chaque jour par des services de police et de gendarmerie écœurés. Nous ferons un audit extrêmement précis de l'état réel des violences dans notre pays. Et je sais d'ores et déjà que la vérité sera difficile. Ensuite, je rendrai aux Français leur sécurité, parce qu'elle est la première des libertés, parce qu'elle frappe en premier lieu les plus pauvres, les personnes âgées, nos jeunes, les plus vulnérables d'entre nous. Parce que la peur pour soi, pour les siens, pour ses biens, est devenue une sourde angoisse quotidienne, devenue presque familière. Qu'aujourd'hui, les Français ont peur parce qu'ils ont, il faut le dire, toutes les raisons d'avoir peur. Qui a, en toutes circonstances, l'esprit tranquille face aux agressions, aux meurtres gratuits, au trafic de drogue, au cambriolage, au vol? Plus personne. Alors oui, mes chers amis, partout en France, ce sera la tolérance zéro.
les quartiers qui sont les chefs des bandes et qui pourrissent la vie des Français. Ils sont 5000. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les criminologues, 5000 environ. C'est maintenant à l'État de se donner les moyens d'aller les chercher, un par un, et de les juger avec la plus grande fermeté. À la justice de les condamner et après l'exécution de leur peine, de les interdire par l'injonction civile le droit de revenir dans les quartiers et les villes où ils ont sévi. On assèchera, mes amis, enfin le terreau sur lequel la voyoucratie prospère, la drogue. Je ne m'explique pas pourquoi on a baissé les bras face à la drogue, alors que la drogue tue nos enfants, alors que la drogue est un poison pour notre société tout entière. Pourquoi l'on a laissé cette économie parallèle se développer, qui brasse des sommes ahurissantes, cette société parallèle où règne la loi de la jungle? Alors je cesserai cette fausse distinction entre drogue dure et drogue douce. La consommation de toutes les drogues sera beaucoup plus sévèrement sanctionnée. Et je ne laisserai pas nos jeunes dans les mains des voyous qui veulent l'argent facile, quitte à tuer à petit feu nos enfants quand ces derniers ne prennent pas une balle perdue. Je vous fais une promesse. Partout où Nicolas Sarkozy a semé l'insécurité, je rétablirai l'autorité de l'État. Ah, pour ça, il faut prendre des mesures. Eh bien, les effectifs de police et de gendarmerie seront reconstitués en 5 ans, alors qu'ils ont fait les frais d'une inadmissible politique de saccage matériel et moral des forces de l'ordre. Que les policiers et les gendarmes sachent que je ne les laisserai jamais tomber et que j'aggraverai les peines. Et que j'aggraverai les peines pour les personnes coupables de violences verbales ou physiques à leur encontre. Qu'ils sachent que face aux voyous, c'est toujours l'État et ses serviteurs que je défendrai. Que les Français sachent que face à la violence, c'est l'ordre et l'autorité que je choisirai en toutes circonstances. On rendra enfin aux Français une vie paisible. On rendra aux plus petits une justice, enfin. On rendra à tous une tranquillité, enfin. Et parce que la justice l'impose, plus aucune prestation sociale, aide, logement, RSA, ne sera versé aux récidivistes délinquants, aux criminels. J'en prends l'engagement devant vous. L'idée de voir des Français travailler dur, se sacrifier pour verser des aides sociales aux voyous récidivistes ou aux criminels est devenue insupportable. L'autorité judiciaire, l'autorité de la justice retrouvera aussi dans le peuple français la considération qui leur est due. C'est le sens de mon projet d'espérance. La justice s'occupera en priorité des victimes. Trop souvent, la justice s'intéresse aux seuls criminels, à sa petite enfance, à ses amours contrariés, à ses circonstances dites atténuantes. Mais elle oublie la victime, ses parents, ses enfants, ses amis. On a l'impression que la victime gêne. Le juge, le criminel, un duo, mais la justice, ça n'est pas ça.
La victime apparaît comme l'empêcheur de juger en rond, selon les critères d'une sociologie et d'une psychologie dénaturée par une idéologie 68arde. Alors, comme je l'ai proposé dans mon projet il y a plus de 3 mois déjà, les représentants des victimes participeront aux commissions qui décident de la liberté conditionnelle. Il y en a assez de voir des femmes déménager parce que leurs violeurs, après quelques courtes années, s'installent près du lieu de leur crime. Les victimes ont aussi leur mot à dire. Les décisions de justice seront appliquées. Les remises automatiques de peine seront supprimées. J'en prends là encore l'engagement devant vous. Mes amis, quand la condamnation est de 10 ans, elle est de 10 ans. Elle n'est pas de 10 ans, moins, et puis moins, et encore moins, pour devenir 5 ans. Vous me direz, sur ce sujet, j'ai l'impression d'avoir fait des adeptes. Si j'en crois le discours d'hier. Aujourd'hui, 80 000 peines de prison ne sont pas appliquées faute de place ou faute de volonté. Sans que cela, d'ailleurs, ne semble-t-il, n'ait dérangé nos dirigeants jusqu'à présent. Au cours du quinquennat, quand même, 40 000 nouvelles places seront construites. L'emprisonnement doit être ferme, mais doit rester, mes chers amis, digne. Mes amis, des accords bilatéraux seront passés avec certains pays surreprésentés dans les statistiques de la délinquance française, afin que les délinquants étrangers effectuent leur peine dans leur pays d'origine. Disposition dont je vous rappelle tout de même qu'elle avait été honteusement supprimée par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Alors écoutez, le principe est clair et sera clairement affirmé. Les délinquants étrangers n'ont aucun droit au retour. Ils ont trahi l'hospitalité que nous leur avons accordée. Double peine? Mais peut-être, oui. Une peine pour le délit commis et une peine pour cette trahison. Alors, oh, je sais que cette double peine va peiner les belles âmes UMPS. Eh bien, tant pis, et même tant mieux. La responsabilité pénale, mes amis, sera accrue pour tous les mineurs de plus de 13 ans. Le traitement des dossiers les concernant sera accéléré, c'est normal. La conscience de l'écoulement du temps n'est évidemment pas la même pour un adolescent ou pour un mineur que pour un adulte. En général, quand le système glapit d'ailleurs, c'est que vous êtes dans la bonne voie, c'est-à-dire la voie de la défense du peuple. Alors, il va peut-être glapir là, mais je pense qu'il faut multiplier les établissements spécialisés pour les mineurs afin que les peines prononcées soient effectuées tout en maintenant un cycle d'études ou de formation professionnelle. Et puis qu'on cesse de se mentir. Qu'on cesse de se mentir. En 65 ans, la délinquance des mineurs a totalement changé. Et il faut évidemment revoir en profondeur les textes qui la concernent. Redonner une autorité à la justice, c'est aussi revoir les règles d'une magistrature qui a dérivé vers une trop forte et malsaine politisation, au point qu'aujourd'hui les Français doutent de son indépendance et de sa neutralité. Je veux rétablir la confiance des citoyens en l'autorité judiciaire. Les magistrats retrouveront leur indépendance par la suppression de ces syndicats qui influencent leur carrière et leur jugement.
Le nom du juge en charge d'une affaire ne sera plus cité, afin que celui-ci ne se fasse pas trop de publicité médiatique, et pour les autres, afin de préserver leur sérénité. Toute personnalisation sera évitée par l'interdiction d'écrire ou de témoigner au sujet d'une affaire ayant trait à leur fonction. La séparation des pouvoirs sera assurée par l'interdiction pour les magistrats de s'engager politiquement. Alors libérés des pressions corporatistes et politiciennes, les juges seront ce qu'ils doivent être, les esclaves consentants de la loi. Il est certes difficile de juger son prochain en appliquant avec intelligence et discernement la loi à chaque cas concret et particulier qui leur est soumis. Et pourtant, il faudra bien instaurer une responsabilité personnelle des magistrats en cas d'erreur manifeste ou de faute. En plus des poursuites disciplinaires. La responsabilité des juges sera ainsi similaire à celle des avocats, qui fut d'ailleurs élaborée par les juges eux-mêmes. Toute impunité, mes amis, est inacceptable, oui, inacceptable, même et surtout pour les juges, qui se doivent d'être exemplaires en ce domaine. Oui, ici à Marseille, plus encore qu'ailleurs. Vous savez à quel point nous avons besoin d'une autorité de l'État face à l'anarchie d'une mondialisation débridée. Vous savez, vous, à quel point l'ouverture totale des frontières et les drames qui la suivent, parmi lesquels l'immigration massive, doivent trouver face à eux une puissante autorité de l'État pour rappeler des principes, imposer une règle et changer enfin les choses. Ainsi, mes amis, notre beau projet national d'assimilation des étrangers, la France a pu le porter pendant des décennies de manière raisonnée, mais aussi raisonnable. Générations d'immigrés italiens, polonais, puis espagnols ou portugais, toutes, se sont donné les moyens de la véritable assimilation à la société française. C'était pour eux un immense honneur que de devenir français. Et l'on rendait grâce à la nation qui vous accueillait. On s'assimilait à son nouveau pays et on respectait ainsi le peuple qui vous tendait les bras. Ces nouveaux fils de France défendaient fermement notre pays car ils le concevaient comme un cadeau inestimable. Combien de familles de France portent dans leur histoire le souvenir de ce parcours de leurs ancêtres? Un travail d'assimilation douloureux à certains égards, certes, mais tellement beau et fructueux. Oui, je le sais, qu'il est difficile d'abandonner l'usage de sa langue maternelle, qu'il est difficile de laisser au pays ses coutumes et d'adopter celles de la nation qui vous accueille, qu'il coûte parfois aux croyants de devoir abandonner dans la sphère publique les manifestations de sa religion, quand le pays qu'il admet sur son territoire est un pays laïque. Mais telle était la règle, et l'on s'y conformait. Telle était la règle sacrée de l'assimilation à la française, et telle est la règle à laquelle nous n'aurions dû jamais déroger. Ce travail d'assimilation, des millions d'immigrés par le passé ont accepté de le faire. C'était un acte volontaire, individuel. C'est pour cela aussi que c'était une fierté, un exemple pour ces enfants. C'était la condition même de l'insertion sociale et de la réussite pour les générations futures. Les parents le comprenaient bien et la politique de l'État guidait leurs meilleures intentions pour que chacun reconnaisse les vertus de l'assimilation, les fasse siennes et entre une bonne fois pour toutes dans la grande famille de la République française. Mais la règle n'est plus respectée. Ce qu'il est loin aujourd'hui, ce temps où l'assimilation n'était pas un gros mot, qu'il est loin désormais ce temps où l'effort de l'assimilation était admis, était même compris comme une condition nécessaire pour bien vivre, pour vivre en harmonie avec le peuple français. Alors, mes amis, que les choses soient claires. Je veux vous redire une fois pour toutes qu'il est impossible
d'assimiler une immigration aussi massive que celle que nous vivons depuis maintenant des décennies. D'étrangers ancrés dans notre pays en 30 ans. 10 millions. Mais quel pays est capable d'assimiler cela? Regardez les difficultés qu'a l'Algérie avec l'immigration chinoise. L'immigration de masse, voulu par un patronat avide de main-d'œuvre nombreuse et bon marché, malléable à merci, accepté et encouragé par le mondialisme, l'idéologie du déracinement et de la lutte contre le sentiment national, a rendu impossible ce long et patient travail d'assimilation. Le laxisme ou la complicité de nos gouvernants successifs, ceux qui ont baissé les bras ou qui se sont d'ailleurs joyeusement soumis, ou ceux encore qui ont piteusement renoncé, l'a même transformée en une utopie honteuse. À l'assimilation, on a commencé à préférer l'intégration. Puis à l'intégration, on a substitué l'absence totale d'exigence à l'égard des étrangers admis sur le territoire français. Ce sont aujourd'hui des étrangers beaucoup plus nombreux qu'autrefois et bien trop souvent sûrs de leur droit à imposer leurs coutumes au peuple français qui débarquent chaque année sur le territoire. Et Marseille en sait quelque chose. Au-delà d'une impossibilité mathématique, surtout en situation de crise, de chômage, comme nous le vivons depuis déjà trop longtemps, au-delà de cette impossibilité mathématique d'absorber 200 000 étrangers légaux, sans compter les clandestins qu'on n'arrive pas évidemment à compter. Eh oui, mais c'est une utopie qui a pourtant été appliquée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, celui qui avait promis de faire baisser l'immigration. Au-delà, mes amis, de cette impossibilité mathématique, c'est une culture droit de l'homiste insupportable qui conteste le concept même d'assimilation des étrangers dans la nation française. On leur dit qu'ils ont tous les droits, qu'ils n'ont aucun effort à faire. On leur dit qu'ici, tout sera respecté jusqu'à des attitudes et des façons d'être dans la société qui sont en totale contradiction avec ce qui fait l'âme de la France, à ce qui fait l'âme française. Vous le savez, certains étrangers sont aujourd'hui depuis 30 ans sur notre territoire et n'ont jamais fait l'effort d'apprendre notre langue. Coutumes, mode de vie, tenue vestimentaire, traditions ethniques sont aujourd'hui arborées ou imposées aux Français dans ce qui ressemble de plus en plus souvent à une forme de provocation, d'arrogance. Certains étrangers revendiquent en tout lieu, y compris dans nos services publics, leur appartenance religieuse, imposant leurs exigences partout, y compris dans les cantines scolaires, n'en déplaise à M. Guéant, qui vient de se rendre compte. Mais pas seulement. Dans les sorties scolaires, dans les programmes scolaires, mais aussi dans les lieux sportifs et de plus en plus dans l'entreprise. Et ceux-là même qui voudraient, eux, s'assimiler, parce qu'il en reste, bien sûr, sont les premiers à souffrir de la tension incontournable que crée ce type de comportement. Tension qui peut parfois aller jusqu'au rejet. Alors qu'on devrait, ceux-là qui ont fait la démarche de l'assimilation, les encourager,
ceux qui sont de bonne volonté, de tout notre cœur, dans leur chemin vers la France, ils subissent la pression des autres. Ils subissent la stigmatisation de ceux qui veulent au contraire imposer leur culture sur le territoire français. Ils sont même dévalorisés dans leur quête d'assimilation. Eh bien, mes chers compatriotes, cette règle de l'assimilation, je veux l'imposer à nouveau au cœur de l'action publique concernant la présence des étrangers sur notre territoire. Elle sera bien sûr une condition sine qua non pour quiconque demanderait la naturalisation. Et je vais vous dire une chose, mes chers amis. J'ai reçu un mail d'un Français d'origine étrangère qui m'a dit ça. Il m'a dit, moi, ma famille a fait l'effort de l'assimilation. Nous avons tout adopté. Nous sommes soumis avec un plaisir inouï au mode de vie, aux mœurs, aux codes, aux traditions, aux lois de la République française. Mais il m'a dit, vous savez, Madame Le Pen, aujourd'hui, pour nous, Français d'origine étrangère, la plus belle preuve d'assimilation, c'est de voter Marine Le Pen. Et il a raison. Et il a raison. Je veux que l'État, fort de son autorité toute légitime lorsqu'il s'agit de combattre les communautarismes, rappelle à tous ceux qui veulent vivre sur notre territoire qu'en France, on se soumet à la culture française, qui au passage est magnifique. Je veux que l'autorité de l'État reprenne la main et qu'on en finisse avec le laxisme de nos gouvernants hors sol, déconnectés de la souffrance du peuple français devant cet abandon, leur abandon. Je veux que par des mesures systématiques, l'on impose aux migrants de se conformer à nos codes et à nos valeurs. À l'école, les cours de français pour les parents qui maîtrisent mal notre langue seront obligatoires dans l'intérêt premier. Le français exigera un casier, une très bonne maîtrise de la langue nationale, un mode de vie conforme à nos coutumes et à nos valeurs républicaines, une éducation sans faille à ses enfants, un respect et un amour du pays qui vous a accueillis. Et tout cela sera scrupuleusement vérifié. Et puis je veux qu'on prenne aussi des mesures symboliques qui rappellent à chacun, partout et en tout lieu, l'autorité de l'État sur cette question. Ainsi, je demanderai que les services publics administratifs fassent respecter à leurs usagers la même loi qui s'impose à leurs agents. Pas de signes religieux ostentatoires. Pas de signes religieux ostentatoires des parents dans les écoles, des allocataires dans les CAF, des usagers dans les préfectures. Et partout sur ces mêmes services, des drapeaux français toute l'année et pas seulement les jours de fête. Oui, l'autorité que l'État tire du peuple souverain, c'est l'amour et la fierté du drapeau. Ce drapeau, prenons-le et brandissons-le fièrement, mes amis, parce qu'il est la France éternelle. Il est la France qu'on respecte et qu'on chérit. C'est ce besoin et cette exigence d'autorité que j'établirai partout pour rendre aux Français leur liberté mise à mal. Alors, parlons de l'école. Parlons de notre école qui va si mal et qui doit elle aussi se redresser. L'école où là aussi le besoin d'autorité est criant. Je suis obligé, mes chers amis, d'évoquer mai 68. Parce que c'est bien depuis mai 68 que l'école de la République, l'école de l'égalité des chances, l'école de l'ascenseur social,
a été systématiquement et méthodiquement démantelée. Une étape décisive en a été la loi Jospin de 1989 qui a consacré un principe délétère, admis par tous les gouvernements ensuite. La transmission des connaissances n'est plus au centre de l'école. C'est l'élève qui en devient le centre et l'école devient un lieu de vie, selon les mots de Jack Lang et consorts. Ben écoutez, ça n'a pas mis longtemps, hein. Ça n'a pas mis longtemps. Le maître, l'instituteur, le professeur tombaient de son piédestal, ravalé au même rang que l'enfant. Enfant censé construire par lui-même son savoir selon la fable des pédagogistes. L'enseignant y perd son autorité et le plus souvent le soutien de sa hiérarchie. Dans cette école dévoyée, l'enseignant est transformé en animateur, quand il a la chance de ne pas être réduit à un rôle de gardien d'une bande de sauvages. La vérité est que depuis plus de 20 ans, tous les ministres de l'Éducation nationale, de Jack Lang à François Bayrou, de Claude Allègre à Luc Châtel, ont encouragé toutes ces dérives. Et ils ont bien souvent gâché l'école. Cette école qui était depuis Jules Ferry la fierté de la France. Face à ce désastre, provoqué par la droite et la gauche réunies, nos deux candidats siamois mettent en scène leur simulacre de combat de mots. Je vous indique tout de suite que c'est pour détourner l'attention des Français de l'essentiel. Je pense que chacun l'a bien compris. Ils ne remettent pas d'ailleurs en cause les racines de cette situation, car leur tronc est commun. Nicolas Sarkozy répète ses promesses non tenues de 2007. D'ailleurs, en toutes circonstances, il ne fait plus que cela, d'ailleurs. J'ai enregistré une émission ce matin. Vous ne trouvez pas que j'ai l'air plus jeune depuis quelque temps? C'est parce que tous les samedis, je prends une cure de rajeunissement de 5 ans. J'écoute Nicolas Sarkozy faire les mêmes promesses qu'en 2007. Ah, c'est efficace, hein? C'est efficace. Mais pourquoi? Question simple qui va paraître sûrement populiste ou stupide, au mieux. Pourquoi tiendrait-il, dans les 5 ans qui viennent, les promesses qu'il n'a pas tenues au cours des 5 ans passés? Il paraîtrait qu'il aurait dit « Ah oui, mais les propos ou les réflexions de Marine Le Pen sont épaisses. » Moi, je pense moins épais que l'énorme fil blanc avec lesquels il essaye de coudre sa prochaine réélection. Alors, vous avez vu, il a ressorti le « enseigner plus pour travailler plus ». Bon. Je pense que les Français sont quand même vaccinés sur le « travailler plus pour gagner plus ». Quant à François Hollande, il promet lui 60 000 postes d'enseignants. Mais je vous rassure, autant l'on demande à Marine Le Pen en toutes circonstances, à la virgule près, à la décimale près,
son chiffrage, ce que d'ailleurs j'ai fait. Mais à François Hollande, on ne demande pas comment est-ce qu'il va financer les 60 000 postes d'enseignants supplémentaires avec une dette aussi abyssale que celle de la France. Et puis je vais vous dire autre question, toute simple, mais où va-t-il trouver des candidats pour ces postes, alors que les concours de l'éducation nationale manquent déjà de vocation? Alors, qui est la seule qui ose parler du fond du problème? Pourquoi est-ce qu'il manque de vocation? Sinon parce que le métier d'enseignant est complètement dévalorisé. Dévalorisé déjà par les conditions de son exercice. Et l'un des responsables de cette évolution, Philippe Mérieux, est précisément candidat, soutenu par le Parti socialiste aux prochaines élections législatives. Et je vous signale que de l'autre côté, du côté de l'UMP, on se rallie quand même peu à peu à l'idée absurde de supprimer la note à l'école, alors qu'elle est un marqueur fondamental pour nos enfants. Oui, face à ces deux démagogies que constituent chacun des flotteurs de l'UMPS, je propose une voie raisonnable, qui repose sur un principe simple. L'autorité du maître et l'enseignement classique des savoirs fondamentaux pour relever une école primaire, fondement de toute la politique d'éducation. Il faut, mes amis, revaloriser le beau métier d'enseignant, celui qui transmet, celui qui assure les générations futures. Ce métier d'instituteur, celui qui instruit et donc affranchit. N'ayons pas peur d'ailleurs de nommer instituteur un instituteur. Cessons d'avoir honte de nos métiers. Mais pour cela, il faut en finir avec l'idéologie pédagogiste de l'enfant roi. L'enfant est un héritier en puissance à qui il faut transmettre valeur et connaissance. Alors, le jour venu à son tour, il pourra faire fructifier l'héritage pour lui, pour sa famille, pour la France, sa patrie. En attendant, il doit accepter l'autorité du maître. Permettez-moi un détour d'ailleurs par l'origine des mots. Autorité est issue du latin auctoritas, qui vient du verbe augere, qui veut dire augmenter, faire croître. Le maître a de l'autorité parce qu'il augmente le savoir de l'élève. Le maître sait et l'élève apprend. Et pour apprendre, il faut de l'effort et de la persévérance. La notation de 0 à 20 doit être partout rétablie. L'élève parce que l'élève doit pouvoir mesurer son travail. Il doit pouvoir le voir croître. Le maître est là pour aider l'élève sur ce chemin ardu de l'apprentissage. Aussi, le maître a le droit au respect de l'élève. L'élève a le devoir de respecter le maître. Alors oui, 3 fois oui, aux attitudes qui marquent cette différence de niveau. L'élève se lève quand le maître entre dans la classe. L'élève ne tutoie pas le maître. Oui, au rappel d'un certain nombre de principes clairs. Ni l'élève, ni ses parents ne sont des clients du maître. Le maître n'est pas un banal fournisseur de services. Nous ne sommes pas dans un rapport marchand. Nous sommes au contraire au fondement même de ce qui fait l'élévation de l'homme, la civilisation. Pour cette rude tâche qui consiste à transformer une jeune pousse, parfois sauvage, en citoyen utile à la République, en honnête homme, le maître doit disposer de prestige et d'autorité. Il doit avoir le soutien de sa hiérarchie et de toute l'administration. Il doit bénéficier d'une protection juridique renforcée en cas d'agression, même verbale, d'un élève, d'un parent ou d'un grand frère.
Il doit aussi bénéficier d'une présomption de véritable professionnalisme. Je le dis, le maître doit pouvoir donner des punitions. De ce point de vue, sans vouloir rétablir les châtiments corporels, écoutez, je ne peux que soutenir ce maire d'une petite ville du nord de la France qui a donné une gifle à un gamin, déjà trop connu des services de police et qui l'avait gravement insulté. Je ne peux que déplorer ces juges qui ont condamné ce maire pour ce geste. Quel symbole révélateur d'une société qu'on voudrait inverser dans ses valeurs. Mais que fera donc la justice quand elle retrouvera ce gamin pour quelque délire? Ne devra-t-elle pas alors s'interroger sur le mépris de l'autorité qu'elle aura encouragé chez ce gosse, mais aussi chez tant d'autres adolescents? Mais seul le maître ne peut rien sans la famille, noyau de notre société. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je pense qu'il faut redonner une place à l'autorité aussi au sein de la famille. Parce que de ce point de vue-là aussi, mai 68 a été un désastre. Combien d'enfants sauvages, sans direction, sans tuteur, sans véritables parents, qui sombrent ensuite dans la délinquance ou la drogue? Combien de familles déstructurées par la démission des parents? Mais combien aussi de parents contestés dans leur éducation par la société même qui aujourd'hui leur reproche cette démission? C'est en redonnant une légitimité à la notion bien comprise d'autorité qu'on redonnera une chance à nos enfants. Mais pour cela, les familles et la société doivent aller dans le même sens, tant il est vrai qu'il n'y a rien de plus destructeur pour un enfant que deux autorités qui se contredisent. Et puis, n'oublions jamais l'avertissement de Platon, que je me dois de vous lire intégralement. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. Je vous l'ai dit, mes amis, l'autorité pour assurer la liberté contre la tyrannie de l'anarchie. L'autorité de l'État doit finalement s'affirmer, parce que c'est l'intérêt supérieur du peuple français contre toutes les puissances qui aujourd'hui gouvernent la France. Puissance d'argent, bien sûr, symbolisée par ces banques voraces, véritable affameur des peuples sur tout le continent européen, qu'il faut mettre au pas. Alors, dans ce domaine aussi, on entend à nouveau des promesses que nous avions déjà entendues, cure de rajeunissement. Parce que malgré les belles paroles, rien n'a été fait depuis 2007. Qu'a-t-on fait contre les stock options, contre les parachutes dorés? Qu'a-t-on fait contre la suprématie de ces prêteurs cupides, jamais rassasiés en dépit des profits faramineux qu'ils engrangent, se goinfrant chaque jour des fruits du travail des Français? Nous avons, mes amis, depuis 1973, payé 1 400 milliards d'euros d'intérêts sur la dette à ces monstres financiers. 1 400 milliards sur 1 700 milliards de dettes. 82% de notre dette captée par les marchés financiers. Mais ce chiffre à lui seul symbolise la mainmise de la finance sur la vie des Français et ça ne peut plus durer. D'ailleurs, vous avez vu, on a si bien accepté le pouvoir des banques au détriment de celui de l'État qu'on se réjouit de la nomination de leurs employés dans les autres pays d'Europe.
Grèce, Italie, BCE, on a nommé sans consulter les peuples d'ailleurs, à la tête de ces pays ou institutions d'anciens employés de Goldman Sachs. Mais oui, mais nous ne voulons pas connaître le même sort. Et je vous le dis très clairement, si les Français font un mauvais choix le 22 avril et le 6 mai prochain, un choix du passé et du renoncement, c'est aussi ce qui nous attend. Et ça va aller vite. La soumission de l'État aux banques et aux marchés financiers n'est plus acceptable aujourd'hui. Ce rejet est l'un des ferments de la révolte populaire en train de monter. Dès mon élection, je supprimerai le monopole des marchés financiers dans les prêts à l'État au profit de la Banque de France. Et je ferai voter la séparation des banques de dépôt et des banques spéculatives que les socialistes ont fait fusionner. La puissance publique doit fixer de nouvelles règles du jeu pour en finir avec la loi de la jungle qui ne profite, vous vous en êtes tout de même bien rendu compte, qu'à quelques-uns. Soyez-en sûrs, arrêtez d'engraisser les marchés est le seul moyen, avec la priorité nationale, de sauver notre système de protection sociale. Et quand je dis que l'État doit retrouver son autorité face aux puissances qui aujourd'hui l'étouffent, je pense bien sûr aussi, et même avant tout, à l'arnaque bruxelloise. Eh oui, parce que la France, comme bien d'autres nations du continent européen, souffre de cette effroyable fuite en avant fédéraliste que subit l'Europe. Halte au mensonge. Véritable catalyseur du mondialisme, cette Europe-là n'est pas faite pour les peuples et la paix. Elle est faite pour faire respecter les exigences de l'oligarchie financière qui gouverne depuis des décennies le projet européen. Et croyez-moi, elle porte les germes de la désunion européenne parce qu'elle tue la belle idée d'Europe. Je l'ai déjà annoncé. Dès mon élection à la présidence de la République, j'engagerai, sous la responsabilité du ministère des Souverainetés, une vaste renégociation des traités européens. Je le ferai avec les nations amies, avec les nations d'Europe qui voient monter chez elles, comme nous en France, ce souhait démocratique de construire enfin l'Europe des peuples. Je parlerai franchement à mes partenaires européens et je leur dirai que la France va changer tout ça, qu'en rendant la parole au peuple et à leurs nations, la France sera à nouveau à la pointe de la démocratie, de la prospérité, de la liberté. Honnêtement, à qui profite la libre circulation des personnes sur le territoire européen? Aux quelques touristes qui franchissent la frontière sans devoir passer par la douane. Mais elle profite surtout aux centaines de milliers de clandestins qui franchissent les portes de la Grèce ou de l'Italie et viennent s'installer chez nous. Car, mes amis, à qui profite la libéralisation des services publics? Aux consommateurs qui verraient leurs factures baisser? Certainement pas. Électricité, gaz, train, les prix grimpent. Elle profite surtout aux multinationales qui se gavent désormais en menaçant les emplois de nos entreprises publiques, augmentant les tarifs, dégradant la qualité du service rendu à l'usager. Car à qui profite l'ouverture totale des frontières européennes? Aux producteurs et aux exportateurs européens? Certainement pas. Elle profite à ces pays qui nous livrent une concurrence déloyale et envahissent nos marchés, font fermer nos usines et créent chez nous une misère sociale qui n'a plus grand-chose à envier à celle des pays émergents. À qui profite la mise sous tutelle de notre économie, de notre politique monétaire, puis maintenant avec cet épouvantable traité Merkozy récemment signé, notre politique budgétaire? Au peuple? Non, cette mise sous tutelle
ne sert que les intérêts de ces banques et de ces marchés financiers que je ciblais tout à l'heure. La saignée des peuples d'Europe, le saccage de notre protection sociale pour l'enrichissement d'une toute petite oligarchie financière qui tient les rênes du vrai pouvoir européen. L'État, dans tous ces domaines, doit retrouver la main. C'est à l'État français de renégocier au nom du peuple français des traités qui ont fait de l'Europe la zone de croissance la plus faible du monde, qui ont fait de l'Europe le réceptacle de toutes les misères du monde, qui en ont fait ce continent si triste aujourd'hui, ce continent dépressif, qui n'a plus confiance en lui, ce continent qui se terre dans son angoisse de se faire dévorer par des concurrents déloyaux sans rien faire pour se protéger, ce continent qui baisse la tête, qui plie le genou. L'Europe de Bruxelles ne fera rien pour les Européens, encore moins pour les Français. L'Europe de Bruxelles, telle qu'elle s'est construite, n'est pas seulement un échec, c'est un drame. L'État, la nation, la patrie doivent se relever et réaffirmer très clairement ce que sont les intérêts des Français. À l'État d'aller dire leurs 4 vérités à ces technocrates et à leurs maîtres. L'autorité de l'État contre la prison des peuples, l'autorité de l'État et la fermeté de ses dirigeants pour la liberté du peuple français, le peuple, toujours, partout. Et je ferai inscrire dans la Constitution cette règle limpide. Référendum obligatoire sur l'ensemble des traités européens et sur toute nouvelle réforme de la Constitution. Doit se faire entendre partout dans les affaires de sa nation. Ah, l'Europe. Il faudra leur dire un jour, mes chers compatriotes, l'immense responsabilité, la responsabilité historique de ceux qui ont prétendu faire l'Europe en la détruisant, en détruisant son tissu, en niant les peuples, les civilisations et les traditions, en délégitimant les gouvernements, en interdisant aux États l'indépendance, en ruinant leur légitimité, donc leur autorité. La souveraineté, c'est l'autorité, et la souveraineté ne se divise pas. Quand elle est niée, toute l'autorité publique se détricote par le haut. Oui, il faudra établir les responsabilités de ceux qui ont détruit l'édifice et l'ordre républicain au bénéfice d'une gouvernance impalpable, qui n'a plus rien à voir avec la République, puisqu'elle fait partout reculer la loi et installe le règne du plus fort, ce qui est bien l'anarchie. Il faudra juger pour abandon de République ceux qui ont laissé l'anarchie s'installer par ignorance de l'histoire et de ses drames, par ignorance des mécanismes de l'autorité et de ses devoirs, par ignorance aussi des cultures nationales, des civilisations, de leurs principes, de leurs valeurs et de leurs traditions. Tant il est vrai que, comme l'a dit Hannah Arendt, une phrase très profonde sur laquelle il y aurait beaucoup à méditer, seule la tradition fait autorité. Vous détruisez les traditions, vous détruisez les peuples qu'elles forment, vous détruisez peu à peu les États qui les illustrent et les protègent, et vous détruisez finalement tout ordre humain. Vous n'avez alors pas la liberté, comme le croient bêtement les libertaires à la mode. Vous ne faites que vous soumettre à la violence brute des puissants. Et vous avez finalement non la liberté, mais la servitude. Voilà pourquoi je suis venu à Marseille, pour vous dire, chers compatriotes, que pour la France, l'heure est grave. Car, je le répète, il est plus tard qu'on ne le pense.
Je suis la candidate de la défense de la République contre les grands féodaux de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis la candidate de la défense de la Ve République telle que l'ont voulu ses fondateurs, obsédés par la déliquescence de l'autorité de l'État qui avait mené la IVe République au bord du chaos. Je serai celle qui restaurera la Ve République dans son esprit. C'est pourquoi, hanté comme je le suis, moi aussi, par l'impuissance publique, la faiblesse croissante des autorités légales et l'enlisement de ce qu'on n'appelle plus le pouvoir que par habitude, hanté par la menace croissante de l'anarchie en France et en Europe, je tends la main à tous les Français de bonne volonté et patriotes, de quelque parti qu'ils soient, de droite ou de gauche. Je tends la main à tous ceux qui tout simplement ne veulent pas que la République s'évapore et que la France meure. Aujourd'hui, seule une vaste alliance des Français de bonne volonté, je veux dire le peuple de France dans toutes ses composantes, peut refonder l'autorité publique. À l'heure où la France est menacée par tant de périls, où elle perd sa substance, où son existence même de nation est remise en cause par l'oligarchie qui la dirige, le temps n'est plus au jeu des partis, il est au rassemblement des Français sur l'essentiel d'eux-mêmes. Il est à l'union nationale, mes chers compatriotes, il est à l'accueil chaleureux de tous ceux, hommes, femmes, partis politiques qui nous rejoignent sur l'essentiel. Ce n'est pas l'homme qui a bafoué le peuple en niant la voix de 55% des Français opposés à la Constitution européenne. Ce n'est pas celui qui a nié la France libre pour mieux se bercer des délices que se distribue sans fin le petit monde des grandes fortunes. Ce n'est pas le président sortant, homme coupé du peuple. Et ne nous y trompons pas, rejeté par le peuple, qui pourra restaurer l'autorité publique, puisque le peuple, justement, il ne l'a plus. 53% en 2007, et aujourd'hui même pas la moitié, peut-être le tiers. Le peuple abandonne le sortant tout simplement parce que le sortant a abandonné le peuple. L'histoire l'oubliera très vite parce qu'il a oublié l'histoire, et particulièrement l'histoire de France. Tout le monde le sait. Qui réunira le peuple dans ses profondeurs pour former ce sursaut national et populaire que trouve toujours la France tôt ou tard quand elle se voit près de rouler au précipice. Et ce n'est pas davantage, bien entendu, ce brave radical de la IVe République qui est le siamois du sortant. Ce n'est pas ce Corrézien qui ressemble tant aux notables de la bonne vieille République d'hier, qui prendra le peuple de France à bras le corps pour assurer le redressement national, même soutenu, tiens, par un autre Corrézien, M. Chirac. Car tout ce petit monde se tient, mes amis, dans une sorte de tiercé de la catastrophe. Face à eux, la France n'a plus qu'une seule arme, son peuple. Alors, allons Marseillais, allons Français, allons enfants de la patrie. Le jour d'union, le jour d'espoir, le jour de gloire est arrivé. Contre l'oligarchie, le peuple souverain va se lever et lancer le cri de l'espérance. Oui, la France